Bienvenue. Bienvenue dans ce cours consacré à la conception des circuits numériques à l'aide de VHDL et des FPGA. Dans cette séance, nous allons explorer ensemble une étape essentielle, celle qui permet de passer d'un simple code écrit en langage VHDL à un circuit électronique réel, implémenté sur une puce FPGA. Pour rendre cela concret, nous nous appuierons sur une étude de cas pratique, la conception d'un décodeur pour afficheur à 7 segments. À travers cet exemple, nous chercherons à comprendre en profondeur la relation entre la description logicielle et le comportement matériel. L'objectif de ce cours est clair, vous amener à adopter une nouvelle façon de penser. Non seulement comme des programmeurs, mais surtout comme de véritables concepteurs de circuits électroniques. Et maintenant, entrons ensemble dans le cœur du sujet. Avec vous, le docteur Abdeljalil El-Khari, enseignant universitaire et expert en systèmes embarqués et intelligence artificielle. C'est parti. Dans cette partie, nous allons chercher à comprendre l'objectif principal de ce cours. Le problème est en réalité très simple. Les systèmes numériques, comme les processeurs ou les FPGA, traitent les informations en binaire, par exemple 0, 1, 0, 0. Mais l'être humain ne lit pas le binaire. Il comprend les nombres en système décimal, comme le chiffre 4. Nous avons donc une différence fondamentale entre le monde de la machine et celui de l'être humain. Alors, comment faire le lien entre ces deux mondes ? La solution consiste à créer un traducteur matériel, appelé décodeur. Ce décodeur permet de transformer une valeur binaire en une représentation compréhensible par l'homme, comme celle fournie par un afficheur à 7 segments. Le résultat est immédiat. Au lieu de lire une suite de bits, l'utilisateur voit apparaître un chiffre clair, comme 8. Et c'est exactement ce que nous allons concevoir dans ce cours, un véritable pont entre le langage de la machine et celui de l'être humain. Dans cette partie, nous allons découvrir la structure de base d'un fichier VHDL. Tout programme VHDL se compose toujours de 3 parties principales. La première partie, ce sont les bibliothèques. Elles fournissent les outils et les standards nécessaires à l'écriture du code, comme la définition des types de signaux ou encore des opérations logiques. La deuxième partie est l'entity. On peut la considérer comme l'interface externe du système. C'est ici que l'on définit les entrées et les sorties, autrement dit, la manière dont le système communique avec le monde extérieur. Enfin, la troisième partie est l'architecture. C'est la partie la plus importante, car elle décrit le comportement interne du circuit. Elle explique comment les signaux sont traités à l'intérieur du système. En résumé, l'entity représente l'enveloppe externe, tandis que l'architecture constitue le moteur interne, le logique qui fait fonctionner le circuit. Maîtriser cette structure, c'est la première étape, essentielle, pour maîtriser la conception des systèmes numériques avec VHDL. Dans cette partie, nous allons commencer à analyser les premières lignes d'un programme VHDL. Dès le début, nous remarquons l'appel des bibliothèques standards IEEE. Derrière, la première instruction, Library IEEE, indique que nous accédons à la bibliothèque IEEE. Il s'agit d'une bibliothèque normalisée au niveau international, qui contient des définitions fondamentales utilisées dans la conception des circuits numériques. Ensuite, nous utilisons STD Logic 1164. Ce package est essentiel, car il définit le type de signal numérique, comme les valeurs 0 et 1, mais aussi d'autres états. Par exemple, un état indéterminé ou non connecté. Puis, nous trouvons STD Logic Unsigned. Ce package nous permet de manipuler les vecteurs binaires, comme s'il s'agissait de nombres. Ainsi, nous pouvons réaliser des opérations arithmétiques, comme l'addition. Mais attention,
Du point de vue matériel, ces bibliothèques ne sont pas simplement du code. Elles permettent à l'outil de synthèse FPGA de comprendre que chaque signal correspond à un fil électrique réel dans le circuit. Autrement dit, nous ne faisons pas que programmer. Nous décrivons le comportement de signaux électriques à l'intérieur d'un système matériel. Dans cette partie, nous allons analyser la définition de l'entité dans un programme VHDL. L'entité représente l'interface externe du système. Autrement dit, le point de communication entre le circuit et le monde extérieur. Commençons par observer les entrées. Nous trouvons ici un signal nommé compt9, défini comme un vecteur de 4 bits. Ce signal correspond à la valeur binaire issue du compteur. Le mot-clé IN indique que ce signal est une entrée, c'est-à-dire qu'il pénètre dans le circuit. Passons maintenant aux sorties. Nous avons le signal seg7, qui est également un vecteur, mais cette fois sur 7 bits. Ce signal pilote un afficheur à 7 segments. Le mot-clé OUT signifie qu'il s'agit d'une sortie, donc un signal qui quitte le circuit vers l'extérieur. Du point de vue matériel, chaque entrée et chaque sortie correspond directement à une broche physique de la puce FPGA. Autrement dit, ce que nous définissons ici n'est pas simplement du code, mais une description précise de la manière dont le circuit est connecté au monde réel. Et c'est cette correspondance entre le code et le matériel qui fait toute la puissance du VHDL. Dans cette partie, nous allons commencer l'étude de l'architecture, c'est-à-dire la partie qui définit le comportement interne du circuit. À l'intérieur de l'architecture, nous trouvons un élément essentiel, le process. Le process peut être vu comme un bloc logique, chargé de surveiller les signaux d'entrée. Dans cet exemple, nous observons que le process est associé au signal compt9. Cela signifie que chaque fois que la valeur de ce signal change, les instructions à l'intérieur du process sont exécutées. Du point de vue matériel, ce comportement correspond à un logique combinatoire. Autrement dit, le circuit réagit immédiatement à toute variation des entrées. Il n'y a ni attente, ni mémorisation, mais une réponse directe, basée uniquement sur les valeurs actuelles des signaux. C'est ce qu'on appelle le combinatorial logic, où les sorties sont directement liées aux entrées au même instant. Et c'est ce principe qui est au cœur de nombreux circuits numériques. Regardons maintenant une distinction fondamentale en électronique numérique. La différence entre le logique combinatoire et le logique séquentiel. Commençons par le logique combinatoire. Dans ce type de circuit, il n'y a aucune dépendance à une horloge. Autrement dit, il n'existe aucun mécanisme de synchronisation. Dès qu'une entrée change, la sortie change immédiatement. Cela signifie que le circuit ne possède aucune mémoire, il dépend uniquement des valeurs actuelles des entrées. Sur le plan matériel, ce type de logique est réalisé à l'aide de portes logiques, comme AND, OR et NOT. Passons maintenant aux logiques séquentielles. Ici, un élément clé entre en jeu, l'horloge. Contrairement au cas précédent, les sorties ne changent pas immédiatement. Elles attendent un instant précis, appelé front montant de l'horloge, que l'on note rising edge. Cela implique que le circuit possède une mémoire, puisqu'il conserve son état jusqu'à l'arrivée du prochain signal d'horloge. D'un point de vue matériel, ce comportement est réalisé grâce aux bascules, flip-flop et aux registres. En résumé, si le circuit réagit immédiatement, sans horloge, il est combinatoire. S'il dépend d'une horloge et mémorise un état, alors il est séquentiel.
une distinction essentielle pour bien concevoir des systèmes numériques fiables. Passons maintenant à une étape clé de notre conception. Nous allons comprendre comment convertir une valeur binaire en un affichage sur un afficheur à 7 segments. Pour cela, nous utilisons l'instruction case en VHDL. Cette instruction permet de sélectionner la valeur de sortie seg7 en fonction de la valeur d'entrée compt9. Autrement dit, à chaque valeur binaire, nous associons les segments qui doivent s'allumer. Prenons un exemple. Lorsque la valeur est 0, 0, 0, 0, c'est-à-dire le chiffre 0, nous envoyons la valeur 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mais ici, il faut faire très attention à un point essentiel. Nous travaillons avec un afficheur à anode commune. Ce qui signifie que la valeur 0 allume le segment, la valeur 1 éteint le segment. Ainsi, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 signifie que tous les segments sont allumés, sauf le segment G. Et c'est exactement ce qui permet d'afficher le chiffre 0. Le même principe s'applique pour les autres valeurs. 0, 0, 0, 1 pour afficher 1, 0, 0, 1, 0 pour afficher 2, jusqu'au chiffre 9. Finalement, cette partie du code représente ce que l'on appelle un décodeur. C'est un véritable traducteur du binaire vers un affichage compréhensible sur un afficheur à 7 segments. Et c'est exactement l'objectif recherché, transformer ce que comprend la machine en quelque chose que l'être humain peut lire facilement. Arrivons maintenant à une notion très importante en conception des circuits combinatoires. On parle ici de ce qu'on appelle la règle d'or. Regardons. Observons la ligne suivante. When others, seg7 égale 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Cette instruction joue un rôle fondamental. Pourquoi est-elle si importante? Tout simplement parce qu'elle permet de couvrir tous les cas non spécifiés dans l'instruction case. Prenons un exemple. Nous avons traité uniquement les valeurs de 0 à 9, mais avec 4 bits, il est possible d'obtenir des valeurs allant de 10 à 15. Alors, que se passe-t-il si ces valeurs apparaissent? Sans when others, le circuit ne sait pas quoi faire. Et c'est là que le problème commence. L'outil de synthèse FPGA va alors ajouter automatiquement un élément mémoire, appelé latch, pour conserver la valeur précédente. Attention, et cela est dangereux, car on passe, sans le vouloir, d'un circuit combinatoire à un circuit séquentiel. En revanche, en ajoutant when others, nous indiquons clairement au système, pour tous les autres cas, éteindre l'afficheur. Résultat, la sortie est toujours définie, aucune situation ambiguë, aucun comportement imprévisible. Conclusion essentielle. Tout case sans when others peut entraîner la création d'un latch non désiré. Et c'est l'une des erreurs les plus fréquentes chez les débutants en VHDL. Gardez donc cette règle en tête. Elle vous évitera beaucoup de problèmes par la suite. Intéressons-nous maintenant à une idée fondamentale dans le monde des FPGA. Comment un simple code se transforme-t-il en composant physique à l'intérieur de la puce? Première chose à bien comprendre, un FPGA n'est pas un processeur. Il n'exécute pas des instructions comme le ferait un ordinateur classique. Autrement dit, il n'y a pas de programme qui s'exécute, au sens traditionnel du terme. À la place, l'outil de synthèse transforme le code VHDL en une véritable structure matérielle. Prenons notre exemple, l'instruction case. Elle n'est pas exécutée ligne par ligne, mais convertie en un élément matériel, appelé LUT, Lookup Table,
Que signifie cela concrètement? C'est très simple. On crée une petite mémoire interne à l'intérieur du FPGA. Les entrées, ici 4 bits, deviennent une adresse dans cette mémoire. Et pour chaque adresse, on trouve directement la valeur correspondante de SecSave. Autrement dit, au lieu de calculer, le circuit effectue une lecture directe dans une table préconfigurée. Et c'est précisément ce qui rend le FPGA extrêmement rapide. Il ne calcule pas, il lit instantanément. En résumé, une instruction case en VHDL devient une lutte en matériel, c'est-à-dire une mémoire très rapide dans le silicium. Et c'est là que l'on comprend pleinement le sens de cette idée essentielle, du code au silicium. Intéressons-nous maintenant au comportement temporel du circuit. En haut, nous observons le signal COMPT9, qui représente la valeur du compteur en binaire. En bas, nous avons le signal SEG7, qui correspond à la sortie vers l'afficheur à 7 segments. Concentrons-nous sur une transition simple, le passage de 0000 à 0001. Lorsque la valeur de COMPT9 change, la sortie SEG7 ne se modifie pas de manière parfaitement instantanée. Il existe un très léger délai appelé temps de propagation, ou propagation delay. Ce délai est dû au passage du signal à travers les éléments logiques à l'intérieur du FPGA. En pratique, ce temps est de l'ordre de la nanoseconde. Il est donc extrêmement rapide, mais il existe et ne peut pas être ignoré. On remarque également que la sortie reste stable, le temps que la nouvelle valeur soit déterminée, puis elle bascule, clairement, vers la valeur correcte. Cela nous amène à une idée essentielle. Même en logique combinatoire, il n'existe pas de changement parfaitement instantané. Il y a toujours un retard physique lié aux propriétés réelles des circuits électroniques. Et ce retard doit être pris en compte lors de la conception de systèmes rapides ou synchronisés. En résumé, toute variation en entrée traverse le circuit, puis apparaît en sortie, après un temps de propagation. Et c'est là le comportement naturel de toute électronique réelle. Passons maintenant de l'étude d'un seul composant à la compréhension du système complet. On peut comparer un FPGA à un véritable puzzle. Chaque module que nous concevons représente une pièce dans un ensemble plus grand. Le décodeur que nous avons réalisé, DEC7SEG, n'est en réalité qu'un petit bloc dans une architecture globale. Observons maintenant la chaîne complète. Tout commence par le signal clock. Ce signal entre dans un premier bloc, le diviseur d'horloge. Son rôle est de réduire la fréquence, afin d'obtenir un signal plus lent. Par exemple, une impulsion par seconde. Ensuite, nous passons au deuxième bloc, le compteur BCD. Ce compteur effectue un comptage de 0 à 9, de manière cyclique, et génère une valeur binaire sur 4 bits. Puis vient la troisième étape, le décodeur. Il transforme cette valeur binaire en 7 signaux, destinés à piloter l'afficheur 7 segments. Résultat final, le chiffre apparaît clairement à l'écran. Remarquons maintenant un point essentiel. Le diviseur et le compteur sont des blocs séquentiels, car ils dépendent de l'horloge. Le décodeur est combinatoire, car il réagit immédiatement sans horloge. Ainsi, concevoir un système FPGA revient à combiner intelligemment le logique séquentiel et le logique combinatoire. C'est cela, le cœur de la conception des systèmes numériques. Dans ce slide, nous allons résumer les idées essentielles à retenir de ce cours. Première idée, le VHDL n'est pas simplement du code. C'est une description de composants matériels. Lorsque nous écrivons entity, nous définissons les entrées et les sorties, c'est-à-dire l'équivalent des broches de la puce. Et lorsque nous écrivons architecture, nous décrivons comment le circuit est construit en interne,
à l'aide d'éléments comme les luttes. Deuxième idée, le logique combinatoire se caractérise par une réponse immédiate. Tout process sans signal d'horloge modifie la sortie dès que l'entrée change. Mais attention, cette réponse n'est jamais parfaitement instantanée. Il existe toujours un léger délai, appelé temps de propagation. Troisième idée, et elle est essentielle, la rigueur dans l'écriture du code est indispensable. L'instruction « when others » n'est pas optionnelle. Elle permet de couvrir tous les cas possibles. Si on l'oublie, le FPGA peut générer un latch non désiré, ce qui modifie complètement le comportement du circuit. Ainsi, pour concevoir un système correct et professionnel, il faut comprendre que chaque ligne de VHDL a un impact direct sur le matériel. Et c'est précisément là la différence entre la programmation classique et la conception des systèmes numériques. Nous arrivons maintenant à la fin de cette présentation. Merci pour votre attention et pour le temps que vous avez consacré à ce cours. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour continuer à progresser et maîtriser progressivement le monde des FPGA. N'hésitez pas aussi à laisser vos questions en commentaire. Je serai ravi d'y répondre. Votre soutien est important pour encourager une pédagogie universitaire de qualité. À très bientôt pour de nouvelles capsules en électronique numérique.